de M. Ronsard Malonda, et nous exigeons, nous, en tant qu'héritiers de la Ligue de Tshisekedi pour les changements, des réformes. Avant qu'il y ait installation des animateurs, la loi sur la portant organisation et fonctionnement de la CENI doit être réformée pour s'adapter aux enjeux actuels. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est une émission que vous suivez sur les antennes de Yokason FM, une radio qui émet à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonne Gouvernance, aujourd'hui, reçoit pour vous la délégation des héritiers de la Ligue de Tshisekedi pour le changement. Cette délégation est conduite par le secrétaire général, M. Georges Kalonji. Avec eux, nous allons évoquer tous les sujets d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Suivez. Nous avons reçu dans votre plateau, sur votre plateau, et nous apporter l'occasion de nous adresser aux Congolais par le biais de votre grand microphone qui est beaucoup suivi dans le monde. Merci pour cette question et surtout pour votre invitation. Je viens vous joindre pour dire que nous sommes les héritiers de la Ligue de Tshisekedi pour les changements. Votre question est de savoir pourquoi nous avons eu l'idée de créer les héritiers de la Ligue pour les changements. L'idée nous est venue juste parce que notre Congo a une histoire et notre peuple a le droit de connaître l'évolution de notre pays depuis 1885, là où les frontières politiques et géographiques ont été dessinées à la conférence de Berlin jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison, ici, nous sommes venus pour parler aux Congolais, leur expliquer en réalité l'histoire qui est aujourd'hui torturée et cachée par certains politiciens pour leurs propres besoins. Et partant de cette idée, juste un petit rappel, de 1885 à 1908, notre Congo a existé sous le règne du roi Léopold II, qui était en même temps roi de la Belgique et aussi chef de l'État de notre pays. Cette période où le Congo a connu un président qui était presque bicéphale a été caractérisée par beaucoup d'événements, et pour gagner le temps, nous ne pouvons citer que 3 éléments. Il y a eu un régime autoritaire qui a dirigé le Congo et qui a sévi, qui a soumis le peuple congolais à des traites qui étaient inhumaines. Il y a eu l'autoritarisme, il y a eu la traite des Noirs, qui est autrement appelée esclavagisme. Les Congolais ont été vendus comme des marchandises. Il y a eu l'exploitation de nos ressources de toute nature au profit de la Belgique parce qu'on les exploitait ici. Et la commercialisation était organisée en Belgique. Les 90% des recettes de cette commercialisation étaient destinées ou affectées à la construction de la Belgique. Il n'y avait que les 10% qui venaient ici pour construire les logements des colons. C'est une période qui était pour les Congolais un calvaire. Partant de 1908 à 1960, le Congo a connu une autre histoire qui a connu un peu d'évolution. Bien que les caractéristiques de la période avaient suivi, il y avait eu suite de l'autoritarisme qui régnait toujours. Il y avait aussi la crise politique qui a aussi accompagné cette période, mais il y avait aussi un autre élément qui s'est ajouté. Les Congolais ont commencé à prendre conscience de leur état en tant qu'être humain par les enseignements de Simon Kimbangu, avec son mouvement émancipation de l'homme noir, avec son adage clé qui devient presque historique pour nous. Il disait toujours un jour, comme Martin Luther King aussi l'avait dit un jour, qu'il avait un rêve. Simon Kimbangu disait toujours, un jour, l'homme noir deviendra
blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est grâce à ces enseignements qu'avant 1960, les acteurs politiques congolais, Maloula, Kasavubu et Lumumba, ont pris conscience de défier les Blancs. Ils se sont dit non. Comment Kimbangu défie les Blancs? On ne fait rien. Nous aussi, nous pouvons réclamer au nom de ces peuples notre liberté, notre indépendance, notre propre... Nous devons prendre notre pays en charge, les gérer pour les intérêts de ces pays. C'est à cette période-là que Kasavubu, Maloula, Lumumba ont commencé à parler d'indépendance. Et d'ailleurs, ici, je profite de cette question pour dire merci au chef de l'État qui nous a écoutés, parce que nous, les héritiers, les peuples congolais ne connaissent pas cette histoire. Nous sommes, pendant cette période, de 2019 à 2020, nous avons écrit, nous sommes allés voir les institutions compétentes pour demander à ce que Joseph Kasavubu, le tout premier président du pays, soit élevé au rang des héros national. Pourquoi nous avons fait ça? C'est le journaliste et très cher congolais, héritier de la Ligue de Tshisekedi pour les changements. Tout simplement parce qu'en analysant notre histoire, il y avait deux têtes qui réclamaient l'indépendance. Il y avait d'une part Kasavubu et Lumumba. Mais nous nous sommes apaisantis sur les textes. Parce que nous sommes tshisekédistes, nous respectons les textes. Nous avons analysé les manifestes de la Bako qui avaient été écrits par Joseph Kasavubu et la lettre de Patrice Emery Lumumba qui avait adressé aux Blancs. Dans les manifestes de la Bako, c'est là que Kasavubu avait écrit noir sur blanc que nous exigeons l'indépendance immédiate et totale. Par contre, la lettre de Patrice Emery Lumumba, il avait demandé l'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc sur les traitements professionnels. À ce niveau-là, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir aujourd'hui notre tout premier président du pays être élevé au rang des héros nationaux. Pour cela, nous disons merci, Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et merci au peuple congolais. Merci. Vous êtes secrétaire général. Pour les Congolais qui vous suivent pour la toute première fois, c'est quoi les héritiers de la lutte de Tshisekedi? C'est un parti politique, c'est une ONG ou bien c'est une affaire? Merci beaucoup pour cette question. Les héritiers de la lutte de Tshisekedi pour les changements, c'est un mouvement sociopolitique. Pourquoi un mouvement sociopolitique et pourquoi les non-héritiers de la lutte de Tshisekedi pour les changements? Il y a une toute petite histoire que les historiens et les politiciens ne veulent pas faire une vulgarisation. C'est laquelle? Arrivé en 1960, cette période a été aussi caractérisée par beaucoup d'événements. Nous pouvons citer les plus grands événements, c'était la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre les rois de la Belgique et les premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. À la suite, il y a eu des crises post-indépendance, suite à des trahisons des acteurs politiques, jusqu'à nos jours. Arrivé en 1964, parce qu'entre 60 et 64, notre pays était dirigé avec une constitution qui nous avait été octroyée par la Belgique. Et en 64, les Congolais ont élaboré la toute première constitution, la constitution de Luapolo. Arrivé en 67, Étienne Tshisekedi, qui venait en 61 de terminer ses études et a participé, il était vice-commissaire de la justice, tout le monde le sait. En 67, il y a eu élaboration d'une autre constitution, là où Tshisekedi était membre et un artisan principal. Dans cette constitution, déjà Tshisekedi met les griffes de la démocratie. Il met une disposition dans cette constitution qui parle de la démocratie. Il avait écrit que ces pays doivent connaître deux partis politiques. Dans l'idée de Mobutu, c'était de gérer les pays avec un parti politique et tous les Aïrois devaient être membres de ces partis-là dès la conception. Un niveau de dictature inacceptable. Et Tshisekedi a commencé à combattre Mobutu à partir de la constitution.
il avait mis que ces pays doivent être démocratiques avec des partis. Avant ça, Tshisekedi étant étudiant, il était membre, parce que avant les élections qui avaient donné Kasavubu comme président et Lumumba comme premier ministre, les regroupements ethniques étaient transformés en partis politiques. Et Lumumba avait créé un parti politique qui s'appelait le Mouvement National Congolais, MNC en sigle. Était Tshisekedi, notre idole, notre père de la démocratie, était membre de ces partis-là et il était conseiller juridique de Lumumba. En cette matière, en lisant la loi belge, avait compris que le président régnait, mais ne gouvernait pas. C'est le premier ministre qui avait beaucoup de pouvoir. Il a prodigué ses conseils à Patrice Emery Lumumba. Et Lumumba a pris une bonne position, qui avait fait de lui un grand. Tshisekedi arrive en 1967, il commence à combattre la dictature de M. Mobutu, jusqu'à obtenir la liberté d'expression qui n'existait pas, parce que depuis la conception, tout fils de ces pays était membre du mouvement populaire de la Révolution. Tshisekedi se bat pour obtenir la liberté d'expression, la liberté des choix politiques, jusqu'au multipartisme. Quand Mobutu proclame le multipartisme, l'IDPS était déjà en circulation en République démocratique du Congo et a été créé officiellement le 15 février 1982. À partir de ce moment-là, Tshisekedi prend la tête haute. Il a affronté toutes sortes de discriminations, toutes sortes d'emprisonnements pour se battre pour 4 choses. Il s'est battu pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, l'instauration d'un véritable état de droit et le patriotisme. Ces éléments que nous venons de citer sont composés de leurs éléments constitutifs que nous pouvons vous détailler si vous nous accordez l'occasion. Ces éléments constituent un carré magique de ce que nous avons appelé le tshisekedisme. Les carrés magiques constitués de ces 4 éléments-là. Mais arrivé en 2006, en passant par les dialogues entre Congolais en Afrique, ici la Sun City, les acteurs politiques avaient choisi les chemins de la dictature. Ils ont continué avec la dictature. Tshisekedi nous disait toujours, l'homme politique doit être dynamique. C'est dans ce dynamisme que Tshisekedi commençait déjà à réfléchir ce que nous avons aujourd'hui comme livre de référence. Alors, pouvez-vous, d'une manière brève, nous donner la mission principale de votre mouvement? Merci beaucoup. La mission principale de notre mouvement est détaillée, mais avant d'en détailler, je donne une petite chose à éclairer. En réalité, les passages de ces 4 points qui ont construit les carrés magiques du programme d'Étienne Tshisekedi, parce que ce programme-là s'appelait bien République démocratique du Congo, un état de droit et le progrès social. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas que Tshisekedi avait un programme de société, un projet de société depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à Sun City, qui a été transformé au peuple d'abord. Il a été transformé au peuple d'abord pourquoi? Parce que dans les 4 éléments que nous venons de citer, il n'y avait pas les peuples qui participaient. Les dirigeants faisaient les choix des institutions. Tshisekedi arrive, il dit non. Bien que nous allons mettre l'état de droit, la bonne gouvernance, le patriotisme et l'instauration d'un véritable état de droit, le peuple doit être cogestionnaire. Le peuple doit gérer et doit contrôler tout ce que les animateurs des institutions font. Ainsi, il a défini le peuple d'abord comme étant un système de gestion dans lequel sont mises en place les institutions fortes, démocratiques et crédibles. Ces institutions sont gérées par les Congolais pour les Congolais. Dans ces institutions, il n'y a que l'intérêt général du peuple congolais qui doit primer, qui doit être au centre de tout. Et ces institutions doivent être sous le contrôle des Congolais eux-mêmes, qui doivent en faire l'évaluation et
proposer les sanctions. C'est ainsi que dans cette idée, nous nous sommes dit, après sa disparition physique, le 1er février 2017, le président national de notre mouvement, M. Théodore Omekény, a eu l'idée de créer les héritiers de la Ligue de Tshisekedi pour les changements. Pourquoi? C'est là que j'arrive avec l'émission. Pour pérenniser l'idéologie de Tshisekedi dans les domaines politiques, économiques et sociaux, partout en République démocratique du Congo et dans le monde. Lutter contre les antivaleurs, assurer l'état des droits, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits fondamentaux du peuple congolais et plaider pour soit être la voix des sans-voix. Voilà les principales missions que nous avons. Voilà, nous avons déjà compris les différentes missions principales de votre mouvement. Alors, une question de curiosité, est-ce que votre mouvement est déjà implanté sur l'ensemble du territoire national? Merci beaucoup. Notre mouvement est bel et bien sur l'ensemble du territoire national. Commençant par Kinshasa ici, nous sommes implantés dans toutes les 24 communes. Nous fonctionnons normalement seulement pour cette période. Nous respectons l'état d'urgence décrété par les chefs de l'État qui est principalement un héritier idéologique d'Étienne Tshisekedi. Nous respectons. Notre mouvement est implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kisangani, à Isiro, nous sommes à Goma, à Butembo, nous sommes au Bas-Congo, nous sommes dans presque toutes les villes de... Comment se présente alors l'unité? Merci beaucoup. La hiérarchie des héritiers se présente de la manière suivante. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons les conseils d'administration et nous avons les comités des directeurs ou les comités de gestion. Comment se présente la hiérarchie à travers ces organes? Nous avons le président national, qui est le représentant, ou c'est lui qui engage notre mouvement devant les institutions du pays, parce que notre mouvement est bien légalisé. Nous avons tous les documents du pays. Nous avons le secrétaire général qui fait la gestion au quotidien du mouvement, et nous avons les chefs des différents départements, nous avons les fédérations, nous avons les sections et les cellules selon les milliers d'habitations. Et ici, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Maître Jimmy, qui est le chef de département juridique de notre mouvement. Je suis accompagné de M. Ricardo, qui est le secrétaire national en charge des mobilisations et implantations. Je suis accompagné de M. Christian, qui est notre secrétaire général adjoint en matière d'implantation et mobilisation. Merci. Avant qu'on passe maintenant à l'actualité et la dernière question, nous venons de célébrer 60 ans de notre indépendance. Quel bilan faites-vous par rapport à cette indépendance? Nous avons réussi ou bien nous avons échoué? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tant qu'héritier de la Ligue de Tshisekedi pour les changements, je tiens à signaler au peuple congolais que Tshisekedi nous disait toujours la justice marche de pair avec la vérité. Nous devons dire la vérité en face aux Congolais. Les bilans que nous avons élaborés est mitigé. Il y a les points qui sont positifs, il y a les points qui sont négatifs. Les points qui sont surtout positifs sont que nous sommes partis de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à la démocratie. Sur le plan politique, nous avons fait un pas. Bien que la justice, qui est l'épine dorsale de cet état de droit, est en train de recouvrir peu à peu sa liberté avec les chefs de l'État qui en a vraiment la volonté de libérer. Sur le plan économique, notre économie a évolué en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Partant de 1960, nous avons hérité un système économique qui nous avait été légué par les Belges. Et les données démographiques étaient proportionnelles à ces régimes économiques. Tout marchait bien. À partir de la zaïrianisation, l'économie congolaise a connu une chute libre. Jusqu'à la grande preuve est que nous avons connu des pillages dans ces pays. L'État a abandonné l'enseignement, l'éducation entre les mains des parents. L'État s'est vraiment débarrassé de cette charge. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui vient encore
ressusciter un mort. Il a ressuscité un mort en respectant la Constitution. Et c'est pour cette raison, des fois, nous l'appelons Jésus qui a ressuscité, Lazare qui est l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les enfants peuvent aller à l'école sans que les parents ne soient dérangés. Et à cette disposition, nous avons aussi relevé des avantages. D'une part, du côté parent, d'autre part, du côté enseignant. Du côté enseignant, nous ne nous limitons pas seulement à Kinshasa. Nous allons partout au Congo. Un enseignant qui vous touchez 80 000, il a vu son salaire être augmenté jusqu'à 250 000, soit une augmentation d'environ 90-100%. Du côté parent, les sacrifices que les parents consentissaient pour payer les frais, même si c'était 100 000 francs les trimestres, ils n'ont pas encore besoin de consentir ces sacrifices parce que l'État a pris en charge. C'est en fait ça le bilan que nous pouvons faire. Merci, vous avez beaucoup parlé dans quelques minutes. Je pense que je vais apporter aussi le micro à notre coordonnateur qui est Jimmy Chipeng. C'est ça, non? Oui, merci. Voilà, monsieur Jimmy Chipeng, vous êtes le coordonnateur. D'abord, une question de curiosité. Quelle lecture faites-vous entre un état de droit et la démocratie? Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour cette question. Je pense que la ligne de démarcation ou le parallélisme que nous devons faire entre la démocratie et l'état de droit, c'est qu'un État démocratique, c'est un État où la loi est au-dessus de tout. Où tout citoyen, toute autorité est soumis à l'autorité de la loi. La démocratie n'est qu'une composante essentielle dans un État de droit. À telle enseigne, on ne peut pas parler d'un État de droit dans un État où règne la dictature. Et donc, pour répondre à votre question, il y a un lien essentiellement étroit entre un État de droit et un État démocratique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la doctrine, on arrive même aujourd'hui à parler d'un État de droit démocratique. Parce qu'auparavant, on ne parlait que de l'état de droit. Mais avec l'avancement des choses, avec l'actualité, notamment avec l'auteur qui s'appelle Chapus, c'est un des grands constitutionnalistes en France, lui, il est arrivé même à parler d'un état de droit démocratique. Pourquoi? Parce qu'après plusieurs réflexions, il est arrivé à constater que lorsqu'on parle de l'état de droit, on parle notamment de l'application des textes, n'est-ce pas? De l'application effective des textes. Mais il y a des États où l'état de droit est appliqué, mais où on ne sent pas la démocratie. Je ne peux pas citer les pays ici, vous en connaissez. Il y a des pays où, je peux même, bon, je ne vous pose pas la question, avez-vous déjà vu un pays au monde où il n'y a pas l'état de droit? Tous les pays au monde appliquent effectivement l'état de droit. Mais ce qui fait caractériser un véritable état de droit, c'est l'application effective de la démocratie où le peuple règne en maître souverain. C'est ça, un état de droit démocratique. C'est que maintenant, cet enseignement-là, comme notre secrétaire général vient de le dire, c'est cet enseignement-là du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Lumumba, nous a enseigné. C'est cet état de droit démocratique où le peuple règne en maître absolu. Voilà, merci pour votre point de vue. Tout le monde sait que les députés nationaux, d'un côté Obéni Lapousse et son collègue M. Sakata, avaient initié 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale. Vous, en tant que juriste, quel est votre point de vue par rapport à ces 3 lois initiées par les députés nationaux? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais épingler quelque chose que le CG vient de dire ici sur le président Étienne Tshisekedi. Il nous a enseigné l'amour du Congo et des Congolais. Lorsque vous avez ces 2 éléments, vous avez tout. Ce qui nous fait défaut, surtout avec les acteurs politiques congolais, c'est qu'au lieu d'aimer le Congo et les Congolais, nous avons beaucoup plus l'amour des individus. Nous avons beaucoup plus besoin de protéger un groupe d'individus. Mais or, quand vous avez l'amour du Congo et des Congolais, vous allez protéger la patrie. Ainsi donc, en ce qui nous concerne au niveau des héritiers de la Ligue de Tshisekedi pour le changement, nous sommes contre ces 3 propositions de loi Mina pour Sakata pour 2 raisons. Premièrement, sur le plan sociologique.
sur le plan sociologique, écoutez, nous venons de loin, le CG vient de le souligner, nous venons de loin, de 60 à aujourd'hui. Vous allez remarquer que nous avons connu beaucoup de difficultés pour l'instauration d'un état de droit démocratique. Parce qu'il fallait, on appliquait la loi selon qu'il s'agissait de quelqu'un qui est au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui nous auraient suivis en cours de diffusion, je vous rappelle que vous venez là de suivre votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est une émission animée par Beyar Kabeya. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous la délégation des héritiers de la lutte de Tshisekedi pour le changement. Cette délégation a été conduite par son secrétaire général, M. Georges Kalonji. Encore une fois de plus, merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.